Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du mercredi 5 mars. Aujourd'hui, Trump promet une escalade des tarifs même si la bourse se plante. Justin Trudeau dit que c'est complètement stupide et François Legault pousse pour l'achat local. Est-ce qu'on devrait interdire totalement le téléphone à l'école? Et un des patrons de la chaîne de pizzeria Salvatore trouve que les artistes gaspillent notre argent. C'est la controverse de la journée. Donald le Magnifique a fait un discours interminable de près de 2 heures hier soir devant le Congrès américain, le fameux discours sur l'état de l'Union, un discours fleuve, copié-collé sur ceux qu'il prononçait durant ses rassemblements de la campagne électorale. Pour dire quoi? D'abord, bien sûr, qu'il est absolument extraordinaire, qu'il a fait en 6 semaines ce que les anciens présidents n'étaient pas capables de faire en 4 ans ou 8 ans. Sauvé par Dieu, l'attentat raté, il est donc en mission pour ramener la grandeur des États-Unis. L'effet saillant de ce discours, d'abord, contrairement aux rumeurs, rien ne laisse croire qu'il va baisser les tarifs imposés au Canada, au Mexique, à la Chine. C'est plutôt le contraire. Je vais y revenir. L'Ukraine, pour lui, Zelensky commence enfin à avoir une bonne attitude, à comprendre le bon sens. Trump dit qu'il va parler avec les Russes pour trouver une voie de passage afin d'obtenir un cessez-le-feu. Le canal de Panama, le Groenland, sont toujours sur sa liste d'épicerie, promet une baisse des impôts et dit que Elon Musk fait un job remarquable en passant la tronçonneuse dans les dépenses du gouvernement fédéral. Pour ce qui est des tarifs, je sais que hier, le secrétaire au commerce a dit « Ah, vous savez, je pense qu'il y a du progrès, je veux pas parler à la place du président, mais il y a toujours un peu d'espoir. » Tu sais, on souffle le chaud et le froid. Dans les faits, ce que Trump a dit, c'est qu'il adore imposer des tarifs. Il trouve que c'est l'arme ultime. Et hier, dans le discours, il a précisé, très conscient, là, qu'il a envoyé les premiers tarifs sur les produits canadiens et mexicains. Le Canada a répondu en disant « Voici, on vous impose des tarifs sur un certain nombre de produits, puis dans 3 semaines, on va élargir la liste. » Trump répond à ça. « Je t'impose des tarifs, je veux pas t'entendre. Si tu oses m'imposer des tarifs ou imposer des tarifs aux entreprises américaines, je vais en rajouter une couche. Et si tu décides, par exemple, de me sortir de ton marché, ben je vais sortir tes entreprises du marché américain. » C'est l'escalade, c'est la façon de faire de Donald Trump. Il a toujours procédé de cette manière dans ses relations d'affaires avec, par exemple, des promoteurs immobiliers, des entreprises en construction. Il tord le bras. Quand il voit que tu faiblis, ben, il frappe encore plus fort. Il veut te voir au sol et profiter au maximum de cette victoire. C'est exactement comme ça qu'il résonne depuis des années. Premier volet, donc, ça concerne, si vous voulez, toute la question commerciale. Deuxièmement, pour ce qui est de l'Ukraine, il a une possibilité sur la table d'obtenir ce qu'il veut. Le partage des revenus, des minerais. Et là, Zelensky, il est pas fou. Il a le soutien de l'Europe, mais c'est pas suffisant. Il a besoin des Américains, puis il a probablement surtout besoin de sortir de cette guerre. La grande question, qu'est-ce qu'il va laisser sur la table? Sur l'indépendance de l'Ukraine, sur les territoires qui ont été conquis par les Russes, sur l'influence de la Russie sur son pays. Est-ce qu'il va devoir, d'une certaine façon, abdiquer? C'est une question, mais il n'y a comme pas le choix, et Trump savoure évidemment sa victoire là-dessus. Le discours hier était dans un climat survolté à la Chambre des représentants. Pourquoi? Parce que les démocrates, il y en a même un qui s'est fait sortir parce qu'il a défié Trump pendant le discours, mais on a entendu évidemment des huées, on a remarqué qu'il y en a qui portaient des T-shirts, notamment quelqu'un qui avait un chandail qui disait « il n'y a pas de roi dans cette assemblée ». Alors, des tensions extrêmement fortes. Je pense qu'il faut garder le cap sur l'essentiel. Les tarifs, c'est sûr, là, mais aussi cette volonté d'agrandir, de coloniser dans l'esprit de Trump en mettant la patte sur le Groenland et sur le canal de Panama. Déjà, le canal de Panama, il prétend que c'est engagé. C'est une question de temps avant de formaliser la transaction. Pour ce qui est du Groenland, le Danemark va devoir accepter nos conditions. Il veut créer ce qu'on appelle une espèce de dôme doré au nom de la sécurité nationale. Alors, avoir des endroits, des positions stratégiques. La guerre au fentanyl fait partie de l'argumentaire un peu bidon, mais
fait partie de son plan concernant la sécurité nationale. Puis quand il regarde en haut, il se dit, il y a des matières premières, il y a de l'énergie, il y a de l'eau, c'est un enjeu important, et de l'espace. Donc, de voir le Canada être annexé, c'est son rêve. Et Justin Trudeau a dit hier que la stratégie ultime de Donald Trump, c'est d'affaiblir le Canada afin de pouvoir donc casser l'économie et avaler le Canada le plus rapidement possible. Je ne sais pas si vous avez remarqué hier, mais cette journée avait des airs de déjà-vu. Impression de faire un bond de 5 ans en arrière alors qu'on était en pleine pandémie. Vous allez me dire quoi le lien? Ben d'abord, le point de presse de Justin Trudeau le matin, le point de presse de 13 heures du premier ministre Legault, ça vous rappelle des choses, les programmes d'aide qui ont été annoncés pour les entreprises, les Québécois qui, selon les sondages, vont passer leurs vacances au Québec, et la peur, l'obsession entourant le papier de toilette. Je vais y revenir tantôt. Donc, M. Trudeau s'est adressé à Trump par le biais de ce point de presse et donc des caméras de façon très ferme. C'est rare qu'on voit Justin Trudeau être aussi direct, quand il a dit, et je cite, « Je n'ai pas l'habitude d'être d'accord avec le Wall Street Journal, mais Donald, il l'a appelé Donald, ils disent que même si tu es un gars très intelligent, c'est une chose très stupide à faire. » Et M. Trudeau a donc répété que les mesures vont s'appliquer et que l'objectif ultime, c'est évidemment de mettre la main sur le Canada. Alors, cette idée du 51e État, on a ri de ça un peu, mais ça traduit quand même un objectif du président Trump. Et M. Trudeau a dit aussi, les États-Unis lancent une guerre commerciale contre le Canada, partenaire, allié. C'est le voisin qui cogne à ta porte puis qui te donne un coup de poing, dans le fond. Puis en même temps, il décide de faire affaire avec Poutine, qui est un dictateur, un menteur et un meurtrier. Alors ça, c'est la position de M. Trudeau. Je vous l'ai dit tantôt. En principe, il y a un rendez-vous téléphonique avec Trump aujourd'hui. Beaucoup de gens m'écrivent en disant « Mais il va finir par allumer. C'est impossible qu'il ne voit pas l'impact de ces mesures sur ses citoyens, sur les Américains. » Hier, la bourse de New York a planté. Les indices, le Dow Jones, le Nasdaq, le SP500, on a effacé tous les gains qui avaient été réalisés depuis la victoire de Donald Trump au mois de novembre. Ce qui laisse croire que les prix donc vont augmenter, les marchés sont inquiets, les entrepreneurs se disent on s'en va dans quelle direction, donc s'il y a de l'inflation, les taux d'intérêt peuvent grimper, les consommateurs vont trouver ça dur, et Trump avait promis de contrôler l'inflation, de contrôler le prix du panier d'épicerie. Donc des investisseurs qui sont inquiets, et le dollar canadien qui est toujours en train de vivoter. Grosso modo, là, ça coûte $1,50 pour avoir une pièce américaine. Ça peut expliquer aussi en bonne partie l'idée de passer des vacances au Canada, au Québec, et le boycott. L'autre chose, l'achat local. C'est important, c'est toujours important. M. Legault, hier, a dit, on a des programmes d'aide pour les entreprises temporaires, mais il faut sauver des emplois parce qu'il prévoit que 100 000, 150, 160 000 emplois pourraient être perdus. Et il a donné ordre, par exemple, dans l'octroi des contrats, les appels d'offres, qu'il y a une pénalité pour les entreprises américaines pour les sortir de la compétition. Première chose, c'est pas beaucoup de contrats, un pourcentage faible, mais quand même dans des endroits stratégiques. Puis on peut pas là, sortir les États-Unis complètement du marché québécois en l'espace de quelques jours. Ça, c'est le premier constat. Comment on peut encourager l'économie locale? Les gens le font, je pense. Les bannières, je voyais encore ce matin, il y a une volonté de modifier la chaîne d'approvisionnement, d'être encore plus clair. Là. Si vous êtes allé à l'épicerie, vous l'avez vu, produits canadiens, produits du Québec. Dans le Devoir, ce matin, on parle avec des maraîchers au marché Jean Talon qui prennent beaucoup de produits locaux, mais aussi du Mexique. Puis il y a un pourcentage, 25%, disent certaines, là, de produits américains. Comment on fait pour remplacer les produits américains? Puis c'est quoi l'impact sur le prix? Puis je note ce que l'Association Restauration Québec dit, c'est que prenez, par exemple, la salade de serre. C'est bien beau, là. Mais si les restaurateurs se tournent vers ces produits, ben, il n'y en aura pas dans les épiceries. Il y a une capacité quand même limitée de production, surtout en hiver, là, on s'entend, pour être capable
de répondre aux changements d'habitude de consommation des gens. Et puis Radio-Canada a fait des recherches pour déterminer l'impact donc des mesures qui ont été annoncées hier, les produits américains qui sont visés par les contre-tarifs. Qu'est-ce que ça va faire à notre portefeuille? Essentiellement, pour ce qui est de la bouffe, la viande va coûter plus cher, les produits laitiers, les fromages, les fruits, les légumes frais, des plats préparés, café, le thé, les noix, à peu près tous les produits, là, les grandes familles, sont potentiellement touchés, d'où l'importance de bien regarder, comparer les prix avant de faire un choix. À la pharmacie, ça a l'air de rien, mais il y a les shampoings qui sont en cause, les cosmétiques, les parfums, les produits de rasage. Là encore, est-ce qu'on va être capable de déterminer ce qui vient du Québec ou pas, puis quelles sont les alternatives? Les vêtements, chaussures, accessoires aussi, il y a un impact. Et pour ce qui est de la construction ou de la rénovation, les appareils électroménagers, les appareils de plomberie, par exemple pour la salle de bain, le bois également, les outils, tout ça risque de coûter plus cher. En un mot, ça veut dire que non seulement les tarifs de Trump nous font mal, mais les contre-tarifs vont également affecter notre quotidien. Je pense que c'est très clair. Pour ce qui est du tourisme, on le sait, là, il y a un sondage qui montre que les Québécois ne veulent pas aller aux États-Unis. Et les gens qui sont en mode préparation là, ont renoncé à peut-être 50% de se rendre aux États-Unis. C'est le genre d'expédition sur la côte est américaine, d'aller voir un match de football, de baseball, de basketball, de se rendre à New York, d'aller faire un tour chez Disney. On met ça de côté en disant on ne veut pas encourager les Américains, puis la pièce vaut pas grand-chose. Ce boom touristique local va être soutenu par des Américains qui, eux, vont venir au Canada, au Québec, parce que le dollar canadien est plus qu'abordable. Puis on pense aussi que beaucoup d'Européens qui vont dire non, pas les États-Unis, mais peut-être le Canada et Montréal. Avis aux gens des îles de la Madeleine, ça aussi, ça rappelle la pandémie. Préparez-vous à avoir pas mal de visites durant l'été. On pense que vraiment, ça va se passer entre nous. Et puis, je parlais du papier de toilette. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'il y a un impact réel. Le Devoir nous dit, par exemple, que les consommateurs américains pourraient trouver moins de papier de toilette sur les tablettes de leur pharmacie ou encore payer plus cher et probablement les deux. Pourquoi? Parce que actuellement, et c'est très clair, c'est que les Américains consomment plus de papier de toilette qu'ils en produisent. Ils ont besoin du papier hygiénique fait au Canada. D'ailleurs, chez Kruger, on dit que la presque totalité des usines sont ici. Alors, les Américains vont faire comme nous, il y a 5 ans, ils vont se ruer dans leur Walmart puis les grandes surfaces pour s'approvisionner, stocker du papier de toilette. J'entends votre question, est-ce qu'on va en manquer ici? Selon les gens de Kruger, il semble que non, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. Je vous parlais tantôt du président Zelensky qui dit, il a décodé dans le fond le président Trump en disant c'est dommage ce qui s'est passé vendredi dernier dans le bureau ovale, c'est pas comme ça que ça aurait dû se dérouler. Je comprends tout ça, mais moi je suis ouvert, prêt à discuter un accord de cessez-le-feu et un partage des revenus des minerais. Mais encore là, qu'est-ce que ça veut dire? Comment l'intégrité de l'Ukraine va être protégée? Et je pense que Zelensky a compris qu'il faut absolument trouver un terrain d'entente et il essaie un peu de faire baisser la tension, d'arrêter les combats, d'arrêter les opérations. Remarquez que dans les dernières heures, là, sur Kiev, la capitale, et dans d'autres régions, la guerre se poursuit. Maintenant, les téléphones à l'école, ce sont des parents qui veulent une interdiction, pas strictement dans les salles de cours, mais dans l'école au grand complet. Donc, pendant les périodes de repas le midi, on ne veut pas de téléphone dans les écoles. C'est le centre de service scolaire des Chênes, dans la région de Drummondville. C'est le comité de parents qui demande aux écoles de regarder la possibilité d'une interdiction complète. On sait que le ministre Bernard Drainville a envoyé une directive qui stipule que les téléphones cellulaires sont interdits dans les classes. Mais tu peux en avoir un alors que tu te promènes dans l'école. Puis je rappelle aussi qu'on a une commission spéciale chargée par Québec d'étudier les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur les jeunes qui doit déposer des recommandations au mois de mai.
C'est clair que le ministre va attendre, là. Mais là, les parents disent des choses intéressantes. Ils disent d'abord que même s'il y a une directive ministérielle, dans les faits, beaucoup de cas d'utilisation du cellulaire en classe sont rapportés. Dans cette lettre envoyée à tous les conseils d'établissement, le comité demande aux écoles primaires, secondaires de modifier le code de vie étudiant parce que les notifications incessantes et l'accès facile aux réseaux sociaux détournent l'attention des élèves qui passent souvent plus de temps à consulter leur téléphone qu'à écouter l'enseignant. Selon la présidente du comité de parents, dans une entrevue à la presse, il semble également qu'il y a une espèce de trou dans l'horaire. Pendant que nos enfants sont à l'école, on ne sait pas ce qu'ils font. Puis comme parents, nous, on veut contrôler le temps passé devant les écrans. Elle dit que les enfants ne sont pas toujours une bonne source d'information pour savoir exactement ce qui se passe à l'école. Donc, qu'est-ce que le ministère de l'Éducation va faire? Probablement qu'il y aura une politique un peu plus précise quelque part pour ce qui est de la rentrée scolaire de l'automne. Maintenant, encore une fois, des arnaques qui visent des personnes âgées. Arrestation, 26 suspects épinglés par la police hier dans ce qu'on appelle les fraudes de type grands-parents. Fraude qui totalise 31 millions de dollars. Les victimes sont aux États-Unis dans 45 des 50 États américains. C'est ce que nous rapporte aujourd'hui Daniel Renaud. Est-ce que je dois encore expliquer la procédure? Sans doute, parce que malheureusement, il y a des gens qui tombent dans le piège. Alors, ils se servent de services téléphoniques qui permettent de modifier le numéro de téléphone sur l'afficheur des victimes. Tu penses que c'est un de tes proches, hein? Ton petit-fils, ta petite-fille qui a un accident d'auto, qui est dans le trouble. Après ça, il y a un avocat bidon qui entre en ligne de compte et qui dit, ben là, il faut payer une caution pour être sorti de prison, on a besoin d'argent. Puis là, on envoie quelqu'un chercher l'argent. Stratagème classique qui a été expliqué je ne sais pas combien de fois. Mais on sait qu'il y a des gens qui allument. Puis on comprend qu'il y a des personnes âgées qui sont vulnérables. Puis là, on parle de victimes aux États-Unis, mais il y a des victimes également de ce type d'arnaque ici au Canada. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'argent passait par des caches sécurisés à Chicago et à New York. Il y avait aussi de la crypto-monnaie utilisée. Puis là où j'ai comme sursauté, les bandits poussaient l'audace à exiger 2 fois dans certains cas des montants. Tu sais, quand il tenait quelqu'un là, en disant, sais-tu, le montant de la caution a été majoré, donc tu vas nous donner plus d'argent. C'est Homeland aux États-Unis qui a amorcé l'enquête avec la Sûreté du Québec. Il y a eu des arrestations dans le passé. Et tous les gens qui ont été ramassés hier ont comparu au Palais de justice de Montréal et sont sous le coup d'une demande d'extradition pour être jugés au Vermont. Ils sont passibles de peine de prison de 20 à 40 ans. Vous comprendrez qu'ils n'ont pas envie d'aller aux États-Unis, puis vous comprendrez pourquoi ils décident de s'installer ici. Je veux revenir un peu sur les États-Unis pour vous parler de Robert Kennedy Jr. et des cas de rougeole épidémie, entre autres au Texas. C'est toujours le double discours. Il y a quelques jours, il a laissé entendre qu'il était pour commander des vaccins, puis distribuer des vaccins parce qu'il est inquiet de ce qui se passe. En rappelant que c'est un choix personnel, qu'on n'oblige personne, mais que ça peut être un outil. Il a donné une entrevue à Fox News. Puis quand tu parles à Fox News, il faut que tu prennes le discours du président. Et là, Kennedy dit, ben vous savez, on a découvert qu'il y avait des traitements absolument extraordinaires de vitamine A, d'huile de foie de poisson et d'autres produits qui peuvent aider à guérir de la rougeole. Fait qu'on n'a peut-être pas besoin des vaccins. Alors, les médecins, les spécialistes sont sortis, les complotistes aussi, en disant, excusez, là, mais il n'y a pas de traitement comme ça. Ce que dit le secrétaire à la santé, c'est pas basé sur des conclusions scientifiques rigoureuses. Mais c'est ça le problème avec Kennedy. C'est-à-dire, il dit une chose, le lendemain, il prétend le contraire, puis il explique que finalement, on va laisser les gens décider parce que ça appartient aux familles, aux parents, de faire le choix final. Un mot sur ce procès infâme qui se déroule en France. Joël Le Squarnec, ce médecin chirurgien qui a fait 300 victimes, il témoigne, un vieux monsieur, 74 ans, qui se décrit lui-même comme étant exhibitionniste, voyeur, sadique, maso et pédophile. Et il dit, j'ai toujours été heureux de me sentir comme ça. Ça va bien, hein? Il dit, il faut aussi distinguer
le médecin compétent et l'abuseur. Difficile de distinguer parce qu'il a profité de son statut de médecin pour abuser de patients dont la moyenne d'âge tourne autour de 11 ans. Et il reconnaît les gestes posés, mais il précise que la pédophilie, il faut être effronté, n'a jamais interféré dans sa vie professionnelle, sauf quand j'ai profité de mon statut pour commettre des agressions sur mes patients. Et ces agressions documentées, je vous le disais hier, dans des petits carnets personnels, très, très précis, toutes sortes de souvenirs, également des poupées modifiées, des jouets sexuels, un malade, un puissant malade, et il continue d'expliquer les gestes qu'il a posés, qui se sont passés en 2 périodes, dans la famille, des proches, voisins, voisines, puis aussi maintenant cette enquête, ce procès plutôt concernant des patients agressés. Et là, je reviens sur la controverse du jour. Vous avez Marie-Louise Arsenault, à son émission de Radio-Canada, qui reçoit, le week-end dernier, Mathieu Lacombe, le ministre de la Culture, et parmi les invités, Guillaume Junior Abatiello, qui est administrateur de la chaîne de pizzeria Salvatore. Il y a une discussion sur la culture, est-ce qu'on met assez d'argent, les artistes trouvent que c'est pas suffisant. Ça a l'air que M. Abatiello n'a pas vraiment jasé. Sauf, c'est un classique ça aussi de la pandémie, il rembarque dans son auto, décide de se filmer, partager des images vidéo. Puis là, il raconte finalement qu'il était dans un rendez-vous avec des extraterrestres, des gens complètement débranchés, en disant « mais ça n'a pas d'allure ». J'étais le seul entrepreneur autour de la table. Et je le cite, « Calice, il y a quelque chose que je comprends pas. Nous, quand nos affaires ne marchent pas, on ne demande pas au gouvernement de nous donner de l'argent. » Pas tout à fait vrai, ça. On se demande pourquoi ça marche pas, pourquoi les clients ne viennent pas. Pendant cette émission, personne a dit, ben, ça fonctionne pas, peut-être parce que votre contenu, c'est de la merde. Il a dit ça comme ça. Alors, le ministre Lacombe est outré. Il a dit, la culture, c'est pas une boîte de pizza. Et j'ai beaucoup aimé les propos de Louis Morissette, qui fait un balado avec Jean-Philippe Autier, qui est entre autres commandité, ou qui était, je devrais parler au passé, par Salvatore. Il a dit, au gars de Salvatore, mettons que Pizza Hut puis Domino's débarquent chez vous, payent pas le loyer, inondent le marché de leur pizza, ton restaurant étouffe, tu suffoques, est-ce que ta pizza serait automatiquement de la marde? C'est la question du jour. Mais je trouve que c'est une maudite bonne réponse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous à demain pour une autre revue de presse. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.